Partant de ce que nous avons pu dire de l'attention ce matin, on élargit, le sujet à l'attention à l'autre, ce qu'on a appelé l'altérité féconde. Et comme je vous l'ai expliqué également précédemment, nous avons fait le choix de sortir de l'université et de la recherche proprement dite pour trouver des chercheurs dans le monde de l'économie, dans le monde du social. Ce n'est pas le cas cette fois-ci, mais aussi dans le monde des différentes voies spirituelles. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Dominique Bouvet de parler de l'attention et de l'attention à l'autre dans son expérience managériale. Secrétaire général de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, il axe son action sur l'attention et la bienveillance dans le management. Il va donc vous parler d'expérience. Il sera question de l'attention dans les actes quotidiens, d'écoute vigilante, de conscience des besoins, de bienveillance et de performance. Tous ces thèmes vont être abordés. Et j'ai cru comprendre qu'à la fin, il y aurait une échappée belle. Donc, restez jusqu'au bout. Merci. Vous m'entendez bien? Il faut que je me rapproche un peu. Au fond? Je me rapproche. Pas mieux là? Bon, je suis très heureux d'être parmi vous, avec vous aujourd'hui. J'avoue que quand on m'a fait la proposition au départ, je me demandais un peu ce que je ferais là. Et jusqu'à ce matin, je me demandais. Et je vous rassure, j'ai eu quelques éclairs ce matin, donc ça m'a permis de mieux voir comment mon intervention pouvait s'insérer. Et j'ai modifié en fait mon intervention à l'écoute de ce qui s'est passé ce matin. Donc je naviguerai entre ce que j'ai préparé et ce que j'ai modifié. Alors, Chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Alors déjà, il y a chambre. Donc ça ne veut pas dire que c'est un endroit où on dort, ni on se ressource, comme disait Nathalie ce matin, qu'elle se ressourçait, qu'elle développait son attention en dormant. Donc c'est un lieu où on travaille. Régional parce que sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, donc les 3 ex-régions Poitou, Charentes, Limousin et Aquitaine, qui a la plus grande région au niveau de la géographie et qui est un peu inhumaine, je dois dire, par rapport à la distance qu'il y a entre les personnes. Donc il faut faire preuve d'imagination pour rapprocher tout cela, travailler aussi avec le numérique, on verra tout à l'heure dans l'intervention suivante, comme une ressource également, mais aussi avec ses atouts et ses inconvénients. Métier pour artisanat. Donc l'artisanat, c'est un ensemble de métiers comme le maçon, comme le menuisier, comme le boucher, le charcutier. Comment? Voilà, cordonnier, je vois que vous connaissez bien. Donc des métiers du bâtiment, des métiers de l'alimentation, des métiers de service aussi, où on retrouve des garagistes, on retrouve des taxis, enfin, que des gens qui sont proches de nous en fait, hein, au quotidien, et des gens qui sont également sur des métiers qui ne sont pas délocalisables. Hein, et je le dis parce que pour moi c'est très important de travailler pour ces gens-là, parce qu'ils sont proches de nous, ils sont au cœur de notre vie. Alors des fois on est satisfait, des fois on ne l'est pas, tout le monde n'est pas dans la qualité qu'on pourrait attendre, mais en tout cas il y a une humanité, il y a une proximité humaine dans l'artisanat qui pour moi est une valeur essentielle. Alors, en fait, l'artisan, c'est le client final de la Chambre régionale de métiers. Et puis, entre les deux, il y a 12 départements, il y a 12 chambres de métiers départementales. C'est un petit peu compliqué que cela. Comme il y a des personnes qui connaissent bien les chambres de métiers dans la salle, il y en a au moins une. Donc, Florence, je résume, je synthétise. Et donc les chambres de métiers sont au service des artisans pour les accompagner dans leur développement, dans leur formation. Il y a également de la formation des jeunes par apprentissage.
Et la chambre régionale, elle est au service des chambres départementales, donc pour orienter la politique, amener des services dans une dynamique projet. Voilà, je fais court, mais voilà à quoi sert une chambre de métier et de l'artisanat. Donc le thème qui donc a été proposé, hein, c'est bienveillance et performance, deux mots qui peuvent apparaître contradictoires, qui peuvent même apparaître comme risquant d'être une manipulation, donc j'en suis conscient et je vais le clarifier. Je vois des têtes qui hochent, oui, hein, c'est vrai, il y a un risque, donc on va le développer, on va en parler. Je voudrais dire aussi que je ne suis pas tout seul. Je parle aussi au nom d'un groupe de responsables et de managers qui sont pour une bonne part dans la salle et avec qui nous, ensemble, nous réfléchissons à comment vivre la bienveillance dans la vie professionnelle. Et je dis ça parce que, d'abord, c'est important. Je parlerai souvent de nous, donc c'est pas parce que je parle à la troisième personne, c'est parce que c'est un message partagé que je souhaite communiquer. Également, lors de ces rencontres, nous apercevons que de la souffrance qu'il y a dans la vie professionnelle. Donc, j'ai peu de temps, je vais aller à l'essentiel de ce que je pense être une approche managériale épanouissante, tout en étant conscient que beaucoup d'entre vous, vous devez vivre des situations qui sont bien différentes et que je peux peut-être vous apparaître dans mes propos à venir comme étant un peu naïf. Donc par rapport à cette interprétation, je n'ai pas d'argument, si ce n'est que je vis depuis 20 ans cette façon de manager. Pour moi, manager, être manager, c'est être responsable de deux directions, pour faire court. La performance de l'entreprise et également le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices. Et si j'oublie la performance, on va vite me dire que c'est sympa, l'ambiance dans l'entreprise, mais peut-être il manque quelque chose. Et la mission de l'entreprise n'est pas uniquement d'être un lieu de bien-être. Et si je ne m'intéresse qu'à la performance, très rapidement, je vais m'apercevoir que là aussi, il manque quelque chose d'essentiel. Donc voilà les deux axes simples que nous développons en faisant en sorte que cela soit le plus pratique, le plus concret possible. Nous pensons également, et je pense également, qu'être responsable, c'est être responsable des personnes qui sont dans l'entreprise. Alors quand je dis entreprise, ça peut être association, ça peut être groupe. Je qualifie entreprise au sens large à un groupe professionnel. Parce que d'abord, il y a des êtres humains qui passent une grande partie de leur vie dans l'entreprise, qui donnent du temps. C'est déjà une grande responsabilité que d'avoir conscience de cela. Et petit à petit, l'attention va arriver, vous l'avez bien compris. Pour pouvoir remplir cet objectif, eh bien, c'est un challenge quotidien, c'est un challenge de tous les jours pour ne pas oublier ces axes forts. C'est également, on ne peut pas l'imposer, mais c'est également proposer la création d'un espace où chacun va s'épanouir, où chacun va développer ce qu'il a en lui. Bon, bien sûr, la vie professionnelle, c'est fait pour se nourrir. En tout cas, malheureusement, c'est devenu de plus en plus l'unique vision pour un certain nombre de personnes et beaucoup de dirigeants également, qui ont oublié le sens. Et ça peut être aussi un lieu fantastique d'expérience et au final d'épanouissement. Alors il ne s'agit pas pour moi
de parler de prise en charge des gens, de faire le bonheur des gens malgré eux, voire de manipuler. Hein. J'ai dit tout à l'heure l'écart entre l'influence positive et la manipulation, vu de l'extérieur, il n'y en a pas. On peut regarder les méthodes utilisées par les managers et se dire, bah, finalement, entre les deux, on ne voit pas de différence. La seule différence, et le mot a été prononcé ce matin par plusieurs et par Nathalie en dernière intervention, c'est la motivation. En fonction de la motivation que j'ai, eh bien, je vais soit être dans une démarche positive, d'influence positive, de contamination positive, c'est un mot qu'on aime bien dans notre groupe. Je vois que ça fait sourire là-bas, donc ils sont bien réveillés, merci. Je sens le soutien. Et cette contamination positive, bon, bah, bien entendu, elle est intéressante pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Si on est bien conscient de ce sens que l'on met dans le management, alors je le parle au niveau du management, mais parce que c'est mon métier d'être responsable d'équipe, mais beaucoup de choses que j'évoque peuvent être bien entendu réalisées, même si on n'est pas sur des fonctions de dirigeants ou à un niveau hiérarchique important, même si c'est moins facile, je veux bien le reconnaître. Une fois qu'on est clair sur son but, ce matin quelqu'un a dit, un des trois intervenants a parlé, c'est le premier, c'est Alexandre, que le but, avoir un but et aller vers ce but, c'était générateur d'attention et d'énergie. Donc ça, je le partage complètement. Et donc par rapport à cela, ce qui va être important, c'est de se rappeler de ce but. Parce que je me lève le matin, je me redis, tiens, c'est ça la finalité de ma fonction. Être performant et puis développer la bienveillance et le bien-être de l'équipe, en tout cas leur proposer. Et puis après, le quotidien, il arrive, quoi. Je monte dans ma voiture, je m'agace parce qu'il y a un embouteillage, donc je commence déjà à tout oublier tout ce que j'ai pu imaginer avant. J'arrive un peu agacé, j'en ai pas forcément conscience, c'est là où on va rentrer dans l'attention consciente et dans l'attention ouverte. J'ai bien aimé les deux concepts aussi. Et puis je rentre dans un pilotage automatique, hein, parce que voilà, j'ai l'habitude. Voilà, je prends à peine le temps de dire bonjour parce que j'ai des dossiers tellement importants que j'ai pas le temps d'aller dire bonjour. Donc déjà ce sas de prendre le temps de dire bonjour aux autres, ça paraît simple, ça me semble essentiel. Parce que en disant bonjour, il y a de l'écoute qui se passe. Je vais prendre conscience si la personne est bien ou pas bien. Si je sens qu'elle est vraiment pas bien, je prendrai la précaution de lui demander si c'est professionnel. Si c'est personnel, je n'interviendrai pas, et en tout cas je ne proposerai pas si ça ne vient pas de la personne. Et en tout cas, ce sera l'occasion d'être un échange attentif à l'autre. Je vais pour simplifier, le temps étant contraint, je vais limiter à deux thématiques qui pour moi sont essentielles. La première, c'est de repérer les besoins de l'autre, quels sont les besoins fondamentaux de l'autre. Et l'autre, c'est la part de l'émotion, la prise de conscience de l'émotion des émotions dans ma vie professionnelle, dans ma vie tout court, mais donc dans ma vie professionnelle. Les besoins, autant d'individus, autant de besoins. Or souvent, quand on manage une équipe, quand on anime une équipe, même si on l'a vu en formation, mais ce qu'on a vu en formation, quand on est dans la vie quotidienne, on a tendance à l'oublier. Et il y a autant de besoins différents. Si je ne prends pas conscience de cela, et si surtout je ne suis pas attentif au fait que la personne attend la réponse à son besoin fondamental, ou en tout cas un de ses besoins fondamentaux, eh bien, cela va générer de l'insatisfaction, du stress, de la non-performance et du mal-être. Et les deux vont souvent ensemble, hein, parce qu'une équipe qui est épanouie, elle est plus facilement performante qu'une équipe qui est sous stress et contrainte. Et les besoins, ça peut être les besoins, je ne veux pas tous les citer, et puis il y a beaucoup d'ouvrages qui le traitent, mais ça peut, pour une personne, le besoin, ça peut être qu'on reconnaisse ses compétences. Une autre personne, ça va être
qu'on donne de l'importance à ses valeurs. Une autre, ça va être un challenge. Il y a des personnes qui, ça leur importe peu qu'on leur dise que le travail réalisé est satisfaisant. Pour ces personnes-là, ce qui est important, c'est de réaliser des challenges, des défis. Voilà, ça correspond à différents types de personnalités, bien entendu, mais ça, je pense que chacun le perçoit et le vit. Et puis, ça peut être avoir un lieu, être dans une relation humaine positive, hein, voilà, etc. Vous comprenez le sens de ce que j'exprime. Si vous n'êtes pas à l'écoute de cela, si vous n'êtes pas attentif à ce besoin, et si vous n'avez pas pris la peine de le découvrir, eh bien vous avez 9 chances sur 10 de taper à côté et de pensant à être constructif et positif vers la personne, être bienveillant vers cette personne, en fait, vous allez faire le contraire. Donc cet aspect découverte des besoins et reconnaissance des besoins, c'est pour moi essentiel. L'autre aspect, bien entendu, c'est ça a été largement évoqué ce matin aussi, c'est la part des émotions. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail des émotions, mais il est évident que si je suis moi-même attentif à mes propres émotions, je vais être dans une attitude beaucoup plus positive pour l'équipe dont j'ai la responsabilité. Si j'arrive, comme tout à l'heure, en colère parce que j'ai accroché ma voiture ou parce que j'ai un souci personnel, vous savez, on dit tous, on entend souvent dire, mais les soucis, quand on est au travail, on les met à la porte de l'entreprise. Nous savons tous que ce n'est pas possible et que c'est là. Donc par rapport à ça, il y a des pratiques qui sont intéressantes, toutes simples, qui s'appuient sur un apprentissage en amont. La méditation a été évoquée ce matin. Bien entendu, la méditation est un outil, est une démarche essentielle. La méditation sur coussin ou sur chaise, mais la méditation dans l'action, c'est également très important. Et intégrer en fait dans la vie quotidienne la démarche de méditation, qui est en fait aussi prendre en compte, être à l'écoute de comment je fonctionne, dans quelle émotion je suis, par rapport à la relation que j'ai avec l'autre. Quand c'est comme ça, plus progressivement, alors au début on y attache, j'ai déjà dépassé d'1 minute. Au début, tu m'accordes 3 minutes de plus? Bon, ça tout se négocie. Il y a plein de méthodes, mais il y en a des toutes simples. Voilà, si progressivement j'apprends à être conscient des émotions qui me traversent, eh bien je ne vais pas en faire profiter les autres. Si j'ai une réunion après juste être arrivé, je vais prendre quelques minutes, ça prend pas longtemps, ça peut être aux toilettes, ça peut être dans mon bureau, ça peut être ailleurs, ça peut être en marchant, pour faire un sas et apaiser, et là pour le coup, si j'ai une pratique habituelle de la méditation, ça va très très vite s'installer. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots. C'est vrai que 15 minutes, je partage ce qui a pu être perçu, c'est rapide, mais en même temps, ça oblige à aller à l'essentiel. Ah, j'ai une demi-heure. Oh, voilà, c'est grandiose. C'est grandiose. Alors, on va pouvoir développer quelques aspects supplémentaires. J'ai un chronomètre qui ne marche pas, en fait. Donc, être clair sur le sens. Donc, c'est l'attention, pour moi, c'est déjà l'attention. Alors, c'est peut-être plus l'attention-concentration, là. Quand je suis dans la réflexion de quel est le sens de ma mission, quel est le sens de ma fonction. Alors, c'est vrai si je suis responsable, c'est vrai si j'ai n'importe quelle place dans l'entreprise. Chaque fonction dans l'entreprise est importante. Et là, je ne l'ai pas évoqué, mais je rajoute une notion qui pour nous est essentielle, pour nous au groupe, c'est la parité relationnelle. C'est-à-dire qu'on soit directeur, directrice, collaborateur ou à n'importe quel niveau de l'entreprise, chacun a un rôle essentiel. Et mais on peut se parler d'être humain à être humain, sans forcément profiter de sa position hiérarchique pour faire passer ses idées. Et là, je voudrais introduire, puisque j'ai 10 minutes de plus, c'est extraordinaire, je voudrais parler des réunions.
hein, les moments où on passe tous beaucoup de temps dans les réunions, qui sont très généralement aujourd'hui, souvent formatées, où l'expression est... Comment je pourrais dire ça pour ne pas être désagréable dans ces réunions l'expression n'est pas libre. Hein, l'expression n'est pas libre. Et donc, pour celui qui anime la réunion, qui n'est pas forcément le responsable de l'entreprise d'ailleurs, là l'écoute et l'attention est particulièrement importante. Donc je ne reviens pas sur l'écoute des besoins que j'ai évoqués, qui rentrent bien sûr dedans, de cette animation. Les émotions, hein, dans une réunion, tout le monde est traversé par les émotions. Je suis moi-même conscient des miennes, mais je dois être conscient de celles des autres. Et donc on est sur un cocktail d'émotions, et l'important est de ne pas en rajouter, et surtout de créer plutôt un climat qui va permettre à ces émotions de s'exprimer, mais de s'exprimer d'une façon positive et bienveillante à l'égard des uns et des autres. Il y a, dans ces réunions, il y a des moments où il faut prendre des décisions. C'est toujours le moment... parce que souvent, on dit la parole est libre, mais enfin, au moment de prendre la décision, c'est quand même le chef qui prend la décision. Je vous ai écouté, c'est moi qui décide. C'est quelque chose qui pour nous, n'est pas constructif, parce que, effectivement, on va exposer le sujet, on va faire un vote. On aime bien faire des votes dans les réunions. Puis après, c'est la majorité qui l'a emporté. Et avec cette approche-là, dans la plupart des cas, on perd des collaboratrices et des collaborateurs, qui, même s'ils n'ont rien dit dans la réunion, ne vont pas être après dynamiques dans le projet. Et cette attention vigilante à ces moments-là clés. Alors, on a des moments, comme c'était dit ce matin, il y a des moments où on est concentré, il y a des moments où on l'est moins. Dans une réunion d'1 heure, on sait tous que chacun d'entre nous s'en va au moins 15 minutes, aller faire ses courses, penser à récupérer le petit ou la petite, et puis du problème qu'il a avec son collègue. Et c'est jamais au même moment. Hein, donc on n'est jamais tous là en même temps dans une réunion. Au moment de la prise de décision, c'est un moment, je crois, important pour créer les conditions du rassemblement, laisser s'exprimer les objections. Hein, et pas seulement, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, hein, puis hop, on passe au point suivant. S'appuyer sur les contres. Hein. Souvent, les contres font progresser le groupe, amènent des idées novatrices. Alors, je ne parle pas d'objection systématique. Si on est dans l'objection systématique, bien entendu, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Si on prend le temps de véritablement écouter, mais là encore une fois, c'est la nuance entre manipulation et influence positive et management positif. Si je suis véritablement motivé par rapport à ce que j'ai décidé au départ, le choix de mes priorités professionnelles que j'ai évoquées au début, bien à ce moment-là, au moment où je vais être dans cette phase-là, je vais être authentique et ça va se sentir. Et après, même si la décision ne convient pas à tout le monde, D'abord, le groupe aura enrichi des contradictions qui se seront exprimées, et puis même la personne qui n'est pas d'accord au final, le fait d'avoir pu véritablement développer son argumentaire contre, elle ne sera pas un obstacle au développement du projet. Donc voilà un exemple. Alors dans la vie professionnelle, il y en a plein de situations où soit on peut être générateur de souffrance. Ah ben je pensais plus là maintenant. Bon, je n'ai plus que 5 minutes. Soit on peut être générateur ramener de la souffrance. Enfin, on ne peut pas amener de la souffrance, mais on peut être générateur d'une situation qui développe ou qui accentue de la souffrance, ou on peut au contraire être générateur d'une situation qui développe la bienveillance et un esprit d'équipe. Et là, je voulais terminer par cela, c'est pour moi la notion essentielle de valeur partagée. C'est important de prendre le temps de partager avec son équipe, avec son groupe, quelles valeurs on a en commun. On n'est pas obligé de tout partager, on n'est pas obligé de passer ses vacances et ses week-ends ensemble, c'est pas l'objet. Par contre, on peut prendre le temps de partager ce socle commun de valeurs. Alors ça peut être l'esprit d'équipe, la solidarité, ça peut être le challenge. Enfin là, ça correspond après à des partages de priorités. C'est important de le faire et c'est important de se le rappeler.
Et ce rappel, j'ai envie de le prendre pour tout. Tout à l'heure, j'ai parlé, j'arrive, je suis en colère, je prends un temps pour me recentrer, en fait, pour me remettre dans le choix que j'ai fait, parce que toute la journée, j'ai 150 occasions d'oublier et d'être repris par l'émotion qui me tire par le bout du nez, que ce soit la colère, que ce soit l'orgueil, que ce soit la jalousie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, cet élément de rappel, c'est important. Il y a des petits exercices qu'on peut se proposer. Il y a un bouquin, parce que les intervenants de ce matin ont cité des livres. Moi, j'ai envie d'en citer un que je trouve fantastique, qui est c'est un livre de Tartang Tulku, qui est un maître Tartang Tulku, T-H-A-R-T-A-N-G, plus loin T-U-L-K-U. Et le titre exact, je ne m'en rappelle jamais, mais Punso va m'aider, c'est Vie professionnelle et développement spirituel. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Ça le fait. Bon, c'est des éléments qu'on pourra... Et c'est intéressant, voilà, le matin, parce que c'est un apprentissage tout ça, hein, ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup, ça prend des années. L'important, c'est de ne pas perdre le fil et toujours le temps est compté, hein, on a tous du temps qui est limité, on ne sait pas combien de temps la vie présente va encore durer, donc autant y aller à fond, y aller à fond, ça ne veut pas dire être stressé, hein. Je relie volontiers à la détente de tout à l'heure, et il y a des petits exercices tout simples qu'on peut se donner à soi-même. Et puis le matin, ça peut être sympa de dire voilà, je mets pas grand-chose, je mets 2 exercices dans la journée, et puis je fais cet apprentissage. Et puis le soir, je fais le point. Oh, ben là, j'ai pas été terrible. Bon, alors, on est bienveillant avec les autres, mais alors soyons bien sûr bienveillants aussi avec nous. Donc on n'a pas été terrible, mais tant pis, c'est déjà important de s'en apercevoir. Et puis progressivement, on retravaille ça, hein. Et au bout d'un moment, ça s'explique sûrement par le fonctionnement du cerveau qu'on a vu ce matin. D'ailleurs, entre parenthèses, je serai très attentif à la pupille de mes collaborateurs maintenant et de mes collaboratrices, parce que, en fonction de la dilatation, je verrai s'il y a une attention particulière. Et puis j'essaierai aussi d'être vigilant, de ne pas tous les voir, de ne pas me tromper sur les couleurs quand je les vois, puisque... On a bien vu qu'on pouvait se planter. Voilà, mes 5 dernières minutes sont écoulées. Je voudrais essayer de montrer en quoi l'approche, bien sûr, bouddhiste, c'est celle qui m'anime depuis maintenant de nombreuses années, peut être au service de la vie professionnelle et au service du bien-être des équipes et de moi-même, d'ailleurs. Et puis j'ai... La petite surprise, la petite échappée belle dont Punso parlait, j'ai envie de vous dire ceci, c'est qu'après, alors ça n'engage bien sûr que moi, mais après après de nombreuses années, et après avoir vécu aussi des moments personnels difficiles, aujourd'hui je ne suis plus dans le bouddhisme au service de la vie professionnelle, mais je suis en train de me demander si on ne pourrait pas renverser et mettre la vie professionnelle au service de la démarche bouddhiste.